Ok, ben c'est parti. Alors, ben, chose promise, chose due, je vais vous faire la partie 1. CRPO 2017, groupement, je ne sais plus lequel, groupement 1. Donc j'ai déjà fait tout le reste, c'est sur les autres vidéos sur YouTube, donc allez voir. Et aujourd'hui donc partie 1, qui va prendre plus de temps logiquement, puisque c'est quand même une partie assez longue. Donc comme d'hab, j'analyse le sujet, on perd pas de temps. Alors, présentation du problème, une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion. Je vais même pas tout lire parce que sinon ça va être trop long. La partie 1, donc là je vois qu'il y a une carte. Moi une carte déjà ça me fait penser à éventuellement des échelles, hein, j'en sais rien. Je mets un peu tout en vrac dans la partie analyse. Ce sera pas forcément bon, ce sera pas forcément complet, mais ça me permet de me donner une idée déjà sur ce qu'il va y avoir dans cette partie-là. Ensuite, représentation géométrique, donc il y a des distances entre certaines villes. On admet que la situation géographique est modélisée par un triangle. Ok, on parle d'un triangle. Construire le triangle et déterminer l'échelle utilisée pour modéliser la situation. Donc effectivement, il y a bien des échelles. Il y a des triangles. Donc triangle, ça peut englober plein de choses, hein, mais je vais juste mettre triangle. Il y a la construction géométrique aussi. Bon, bah ça, je vais pas le mettre. Ensuite, étude de faisabilité, extension, sur le construction segment AC, tel que la distance, indiquer ce qui représente la droite BD dans le triangle ABC. Alors, ça doit être les droites particulières de triangle. Donc c'est pareil, c'est dans les triangles aussi, je vais leur mettre triangle et droite particulière. Ensuite, formule trigonométrique à trigo, utiliser l'égalité sur le tout, montrer que AD égale machin. Donc là, c'est bon, c'est de l'équation. En fait, c'est du calcul, enfin c'est de l'utilisation de formules. C'est un peu aussi le chapitre grandeur et mesure. Il faut savoir convertir. Là, j'imagine qu'il va falloir tout mettre dans la bonne unité pour utiliser correctement la formule. Je vais mettre ça dans la partie grandeur. En déduire les longueurs CB, CD et BD. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations, j'avoue, en lisant rapidement comme ça, j'ai un peu de mal à voir de quoi ça va être. Il y a beaucoup de géométrie, j'ai pas beaucoup d'infos, c'est pas grave. Partie 3, la zone protégée, déterminer la mesure en degrés arrondi au centième de degré de l'angle DBE. Ok, donc là, ça c'est une information assez claire. Donc ça risque d'être de la trigonométrie. En fait, vous avez deux façons de calculer un angle. Vous avez la trigonométrie ou bien la somme des angles dans un triangle, ça fait 180 degrés. Ensuite, calculer la longueur BE arrondie au centième centimètre. D'ailleurs, si c'est de la trigonométrie, ça veut dire que éventuellement, on aura affaire à un triangle rectangle. Il y aura peut-être du Pythagore aussi, j'en sais rien. Là, pour l'instant, je mets pas. Je mets juste trigonométrie. C'est tout ce que je peux mettre ici. Ensuite, tarification. Ok, donc il y a un tarif 1 qui est le coût sans abonnement et un deuxième tarif qui est le coût avec un abonnement. Ça, c'est les fonctions affines et fonctions linéaires. D'ailleurs, on vous fait un graphique juste en dessous. Donc, ça confirme ça. Donc, résolution graphique et probablement algébrique aussi. C'est souvent le cas. Hein. Quand vous avez des graphiques, ils vont pas vous demander de la résoudre que graphiquement. Ok, ensuite, les dangers de l'autoroute, pour un véhicule d'une distance d'arrêt, donc on me donne une formule. Ça, c'est encore de l'utilisation de formules et puis de la chapitre grandeur et mesure, quoi, grandeur. Ensuite, on a une courbe, indiquer si la collection, donc c'est encore, là, il y a encore un petit peu de fonction, de la lecture graphique. Et puis, petit c, je vois directement qu'il y a un tableau Excel, là, donc c'est des tables. Ok, donc voilà, c'était peut-être pas très précis là ce que j'ai fait parce que j'avais pas beaucoup d'informations rapidement identifiables, mais on peut voir du coup les différents thèmes de cette partie numéro 1. Ok, ben on va pouvoir commencer tout de suite maintenant qu'on a fait ça. Donc une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion d'autoroute et d'un nouvel échangeur entre la région de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde et Montauban. À vol d'oiseau, il y a 204 km entre Brive et Bordeaux, 210 entre Bordeaux et Montauban et 145 entre Montauban et Brive-la-Gaillarde. Alors ça, moi je vais directement le faire sur la figure et je vous conseille de le faire aussi quand vous êtes à l'examen. C'est beaucoup plus clair en fait quand il y a les infos dessus plutôt que de devoir relire l'énoncé. Alors que si vous reportez tout dans la carte, et bien vous arriverez facilement à retrouver vos infos. Voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis les annotations sur le schéma. Donc je vais quand même surligner les infos importantes dans l'énoncé. Ensuite, on admet que cette situation géographique est modélisée par un triangle ABC construit à une certaine échelle, dans lequel A représente Bordeaux, B représente Brive-la-Gaillarde et C représente Montauban. Donc ça c'est pareil, je vais le mettre. Ensuite, dans ce triangle, la longueur AB est 7,3 cm. Donc là, ce qui me donne AB, c'est la longueur sur le schéma. Les 204,4 km, ils les ont représentés par 7,3 cm. Et donc ils me disent montrer que la longueur AC est 7,5 cm et que BC est 5,2. Bon alors comment on fait ça? Et bien là simplement, on sait que AB ça fait 204,4 km, mais que c'est représenté par 7,3 cm. Donc ça je vais le marquer. AC on sait que c'est 210 km, et on voudrait savoir à combien de centimètres ça correspond sur la carte. Donc là il suffit de faire un produit en croix, 7,3 multiplié par 210 divisé par 204,4.
Et du coup, ça me donne 7,5 cm. Et je fais exactement pareil pour BC. Et ça me fait 5,2 cm. Donc là, il n'y a rien à expliquer, hein, c'est de la proportionnalité, tout simplement. Enfin, vous expliquez quand même via les calculs que je vous ai mis juste là. Si vous mettez juste le résultat, là, on risque de vous enlever des points. Ensuite, la question petit b, construire le triangle ABC. Donc là, je vais vous montrer en accéléré comment on trace un triangle au cas où vous auriez oublié. Ok, donc voilà ma figure. Alors attention, j'ai voulu aller trop vite. Là, j'ai inversé les points B et C, pour ceux qui ont remarqué. Donc faites bien attention, ça va rester comme ça pendant un petit moment dans l'exercice. Je vais m'en rendre compte un petit peu plus tard. Et donc je vais faire la modif à ce moment-là. Et donc enfin, on me demande, question C, déterminer l'échelle utilisée pour modéliser la situation. Une échelle, c'est en gros un truc qui permet de dire combien 1 cm sur la carte représente dans la réalité. Donc là, ce qui me donne un énoncé, c'est AB égale 7,3. Et on me disait que 7,3 cm, en fait, ça correspond à 204,4. Donc je vais prendre mes 204,4 km et je vais les diviser par 7,3 cm. Comme ça, j'aurai le nombre de kilomètres qui représente 1 cm. Et par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que pour écrire une échelle, la syntaxe dans laquelle on écrit une échelle, en fait, on met tout dans les mêmes unités. Donc on va être obligé d'abord de convertir, en fait, nos kilomètres en centimètres, par exemple, pour tout avoir en centimètres. Donc je vais tout convertir en centimètres. Donc en mètres, ça me donne 204 400. Et si je veux en centimètres, je rajoute encore 2 zéros. Et en dessous, je mets donc mes centimètres, c'est-à-dire 7,3. Et donc ça me donne 2 800 000. Donc on a 5 zéros. Et une échelle, ça s'écrit de cette manière-là. On met 1, c'est-à-dire 1 centimètre. Ça représente 2 800 000 centimètres. Donc tout est en centimètres. Hein. Vous pouvez pas mettre 1 et puis 2,8 ou un truc comme ça. Non, il faut vraiment que vous ayez tout converti dans la même unité. Donc je le répète, voilà ce que veut dire cette façon d'écrire une échelle. C'est 1, vous aurez toujours un 1 en premier nombre. Vous mettez 2 points et vous mettez ce que ça représente dans la réalité. Et il y avait une autre façon aussi de l'écrire, cette échelle. En fait, c'était pas d'écrire 1, 2 points, 2 millions, machin. Mais c'était 1 divisé avec un trait de fraction. 1, trait de fraction, 2 800 000. Voilà. On enchaîne avec la partie 2, étude de faisabilité. Alors, dans le cadre d'un projet d'extension de la société d'exploitation mandate une entreprise de BTP pour étudier la construction d'une portion d'autoroute reliant Brive-la-Gaillarde et l'autoroute entre Bordeaux et Montauban. Ok, ça peut être intéressant, ça part de Brive-la-Gaillarde. On cherche à construire la portion d'autoroute la plus courte possible. Sur la figure construite précédemment, on note dès le point du segment AC tel que la distance BD soit la plus courte possible. Le point D représente l'emplacement de l'échangeur à construire. Placez le point D sur la figure et indiquez ce que représente la droite BD dans le triangle ABC. Alors ici, la seule information qu'on a, c'est qu'on doit placer notre point D qui est sur la droite AB. Donc, vous voyez la droite AB, il faut qu'on mette un point D quelque part là-dessus. Et le but du jeu, c'est de le placer à un endroit où la distance CD sera la plus courte possible. Donc intuitivement, vous savez en fait où vous allez devoir placer votre point pour qu'il soit la distance la plus courte possible. Ça va être par ici, on ne sait pas trop, quelque part par là. Mais après, ce qu'on me demande, c'est de justifier ce que représente la droite BD dans le triangle ABC. C'est-à-dire le point que je vais rajouter quelque part par là, ça va être le point D. Et cette droite ici, par rapport à la droite AB, c'est quoi? On a une idée, on se doute bien que ça va être perpendiculaire. Mais on ne sait pas le justifier. Pourquoi en fait ce serait perpendiculaire? Qu'est-ce qui géométriquement justifie le fait en lien avec l'énoncé? Parce que c'est quoi la seule information qu'on me donne dans l'énoncé? On me dit le point D doit être sur AB. Et on veut que CD soit le plus court possible. Bon, géométriquement parlant, en fait, il faut dire que la distance la plus courte d'un point à une droite, c'est, alors il y a deux façons de le dire, soit la première qui est un petit peu pompeuse, c'est la distance la plus courte d'un point à une droite, c'est le projeté orthogonal ou la projection orthogonale de ce point sur cette droite. Là vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte la projection orthogonale, qu'est-ce que c'est? En fait, dès que vous avez orthogonal, ça veut dire perpendiculaire en gros. C'est ça, c'est une phrase compliquée pour dire perpendiculaire, ou du coup la phrase plus simple, ce serait la distance la plus courte d'un point à une droite est la perpendiculaire à cette droite passant par ce point. Vous voyez, je pars du point C, ma perpendiculaire elle passe bien par C, et elle est perpendiculaire à AB. Voilà, donc façon plus simple de le dire plutôt que le projeté orthogonal machin. Et juste un dernier truc, si vous n'avez pas compris pourquoi concrètement ce serait perpendiculaire, imaginez-vous en fait que vous êtes au point C, vous êtes là-haut là, et vous devez, alors là on est vu du dessus, et vous devez courir le plus vite possible pour dépasser la ligne AB. Comment vous allez courir? Vous allez courir forcément comme ça, vous n'allez pas passer par là. Vous savez intuitivement que cette distance-là elle sera forcément plus longue que celle qui est ici.
et vous courez en fait face à cette ligne, et face à cette ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire perpendiculaire à cette ligne AB. Et donc maintenant, il va falloir justifier dans la réponse. Placer le point D sur la figure et indiquer ce que représente la droite BD dans le triangle ABC. Bon, et mea culpa, je viens de voir que je m'étais planté dans ma figure, évidemment, puisqu'on me demande la droite BD et pas la droite CD, donc je vois bien que je me suis planté quelque part. J'ai inversé les points C et B quand j'ai tracé mon triangle. Donc, je vais corriger tout ça. Ok, donc voilà ma justification, où je vais dire que la distance la plus courte d'un point à une droite est la perpendiculaire à cette droite passant par ce point, ou si vous voulez faire intelligent, vous dites, encore une fois, le projeté orthogonal ou la projection orthogonale de ce point sur cette droite. Voilà. Donc, BD est perpendiculaire à AC. Ok, parfait. Et je dis parfait, mais j'ai pas répondu à la question, puisque je viens de relire la question, chose que vous devez toujours faire, puisque sinon là vous auriez pas eu les points. C'était quoi la question exacte? C'était indiquer ce que représente la droite BD dans le triangle ABC. Donc là on a juste dit que c'est une perpendiculaire, mais une perpendiculaire qui passe par le sommet, ça s'appelle comment? Bah ça s'appelle une hauteur. Ok, super. Alors ensuite, question petit b, les formules trigonométriques et un théorème appelé théorème d'Al-Kashi permettent d'établir l'égalité machin. Montrer que AD égale 5,5 cm. Alors là, il vous essaie de vous embrouiller avec des trucs compliqués. Enfin, il y a un théorème d'Al-Kashi, vous savez pas ce que c'est, vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Et donc, il vous le donne en fait le théorème, donc on s'en fout, il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est. On vous donne juste une égalité, il va falloir s'en servir. Donc vous laissez pas perturber par ce genre d'informations qui essaie de vous complexifier le truc alors qu'il n'y a rien de compliqué. Donc là, on me dit d'utiliser cette formule-là pour trouver AD. Bah, je vais déjà regarder un petit peu ma formule et je vois qu'effectivement dans cette formule-là, on me donne une formule qui contient AD. On trouve notre AD tout à la fin. Bon, bah, ce qu'on va faire en premier, c'est essayer d'isoler ce AD-là et après on remplacera par les valeurs qu'on connaît. Donc là, je suis en mode équation, hein, donc je vais à la ligne à chaque fois. Et le but, c'est d'isoler mon AD. Je veux avoir une expression qui me donne pas BC au carré égal, mais qui me donne AD égal. Donc c'est comme une résolution d'équation en fait. Donc le but c'est d'avoir mon AD tout seul d'un côté. Je vois que j'ai moins 2 fois AC fois AD. Donc je vais faire plus tout ça des deux côtés pour pouvoir basculer mon 2 fois AC fois AD de l'autre côté. Donc si je fais plus 2 fois AC plus AD, fois AD des deux côtés, j'obtiens BC carré plus ce que je viens de dire égal, et à droite il me reste plus que AB au carré plus AC au carré. Le terme d'après ayant disparu. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais dégager le BC au carré de l'autre côté. Donc j'ai 2 fois AC fois AD égale AB carré plus AC au carré. Et donc comment je fais pour récupérer mon BC de l'autre côté? Et je fais moins BC au carré des deux côtés. Hein. Et donc maintenant, j'ai quoi qui m'embête encore? J'ai le 2 fois AC. Donc je vais diviser par 2 fois AC des deux côtés. Comme ça, j'aurai plus que mon AD. Donc AB au carré plus AC au carré moins BC au carré divisé par 2 fois AC. Et voilà, j'ai mon expression AD en fonction de tout le reste. Maintenant, je vais voir si je connais tous ces trucs là. AB au carré, est-ce que je l'ai? AB au carré, oui, c'est 7,3. AC au carré, je l'ai aussi. BC, je l'ai aussi. Et AC, je viens de dire que je l'avais aussi. Ce qu'il faut utiliser ici, c'est les trois côtés de mon triangle, hein, tout bêtement. Et si je rentre tout ça dans ma calculette, ça me donne 5,5 cm. Ensuite, en déduire les longueurs CD et BD. Donc là, je viens de trouver AD, que je vais symboliser sur mon petit schéma. Voilà. Alors, là, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais regarder ma figure et vous allez voir que ça va apparaître devant mes yeux. Ça va être très clair. Donc, CD et BD. La longueur BD, justement, c'est la hauteur. Et là, je vois que ça se place dans le triangle ABD. Et dans mon triangle ABD, j'ai toutes les longueurs. N'oubliez pas que quand on vous demande de calculer une longueur, vous n'avez pas 36 000 outils au niveau collège en fait. La plupart du temps, ça va être utiliser un triangle rectangle parce que vous connaissez Pythagore et vous connaissez la trigonométrie. Il y a aussi Thalès éventuellement si vous avez des droites parallèles. Mais vraiment, les 3/4 du temps, va falloir essayer de placer les longueurs qu'on vous donne, les placer dans un triangle rectangle. Et si vous arrivez à faire ça, c'est que vous pouvez calculer la longueur qu'on vous demande. Donc là, il faut redire tout le blabla du théorème de Pythagore. Hein. N'oubliez pas ça, sinon ça va vous enlever la moitié des points. Donc dans le triangle, on rappelle le triangle dans lequel on est, c'est-à-dire ABD, rectangle en D. Le théorème de Pythagore donne donc BD au carré plus AD au carré. Nous, ce qu'on veut, c'est BD au carré. Donc je vais l'isoler. BD au carré, c'est AB au carré moins AD au carré. Ça me donne 23,04 d'après la calculette. Et donc du coup, pour trouver BD, je fais la racine carrée
Ce qui me donne environ, est-ce qu'on parlait d'un arrondi? Il faut toujours vérifier ça, on parlait pas du tout d'arrondi dans la question C, donc c'est à vous d'arrondir un petit peu comme vous voulez. Donc moi je vais arrondir à, comme il y a un seul chiffre après la virgule pour toutes les longueurs, ça paraît assez cohérent d'arrondir avec un seul chiffre après la virgule. Ce qui me donne 4,8 cm environ. Ok. Et maintenant pour CD, en fait j'avais même pas vu, mais on peut très bien réutiliser Pythagore si vous voulez, dans le triangle BDC, mais il n'y a même pas besoin de se prendre la tête avec Pythagore, puisque vous connaissez la longueur AC qui fait 7,5 et vous connaissez la longueur AD qui est une partie de ce segment-là AC et qui fait 5,5. Vous avez juste à faire l'un moins l'autre pour trouver DC. DC égale AC moins AD. Et ça nous donne exactement 2 cm. Ensuite, on continue dans le plan C. Partie 3, validation du projet. Il s'avère que l'échangeur ne peut être placé à cet endroit car il serait situé dans une zone protégée. Donc là, en gros, là où on a placé notre point D, qui était la distance la plus courte, on nous dit mince, je tombe dans une zone protégée. Donc j'ai pas le droit de tuer les bambis et tout ça. Donc il va falloir déplacer ce point D un petit peu plus loin. Sur la figure précédemment construite, E désignera l'emplacement définitivement choisi pour l'échangeur et donc BE la portion d'autoroute à réaliser. Donc cette fois-ci un nouveau point, qui sera pas le point D puisqu'on peut pas détruire la forêt pour construire d'immondes autoroutes. Donc on va mettre un point E qui est un petit peu plus loin. Donc BE sera la portion d'autoroute à réaliser. On appelle E le point du segment AD, donc E forcément est toujours sur le segment AD, tel que ED mesure 0,9 cm. Déterminer la mesure en degrés arrondis au centième de degré de l'angle DBE. Ok, donc là on va déjà placer notre point E. Alors il ne nous demande pas de le placer, sauf que nous ça va bien nous arranger de le placer sur la figure quand même. C'est vachement plus facile de lire une figure. Voilà mon point E. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me demande de déterminer la mesure arrondie au degré de l'angle DBE. C'est donc cet angle ici, donc je vais le tracer. Et je vais même tracer mon triangle parce que à vue de nez, j'ai quand même bien l'impression qu'on va se servir de ce triangle là. Et donc l'angle qu'on me demande, c'est l'angle que je vais faire en violet ici. Donc là, vous vous retrouvez face à cette question, vous savez pas comment faire, calculer un angle. Rappelez-vous en fait quels outils vous avez dans tout ce que vous avez appris. Quels outils vous permettent de calculer un angle. Vous n'avez pas 50 000, en fait, vous avez de la trigonométrie. Et à la limite, vous auriez aussi, oui, la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Sauf que là, vous avez juste un angle dans ce triangle-là, donc vous n'allez pas pouvoir utiliser ça. Donc là, c'est de la trigonométrie. Si vous voulez utiliser la trigonométrie, il faut vérifier que vous êtes dans un triangle rectangle. Ici, c'est bien le cas. On a la droite BD qui est bien perpendiculaire à AC. Donc forcément, le triangle il est rectangle en D ici. Donc on va le dire, donc là il y a juste à rappeler que le triangle est rectangle, hein, c'est tout. Dans le triangle BED, on peut utiliser les formules de trigonométrie. Et qu'est-ce que je connais au niveau de ce triangle là? D'ailleurs j'ai pas rajouté les longueurs qu'on me donnait à l'énoncé, on me disait 0,9. Donc en plaçant mon point E, j'aurais dû rajouter 0,9 pour qu'on comprenne bien. Donc cette longueur ici, c'est 0,9. Et d'après les questions d'avant, en fait j'avais déjà déduit d'autres longueurs que j'ai pas rajoutées sur le schéma mais que j'aurais pu et que je vais faire maintenant. La petite longueur DC, elle fait 2 cm. Bon, je vais pas la rajouter, c'est un petit peu encombré par là. On verra si j'en ai besoin après. Et qu'est-ce que je rajoute d'autre? AD qui fait 5,5. Et qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter d'autre? BD qui fait environ 4,8. Donc voilà, je me retrouve avec un triangle avec deux longueurs. Deux longueurs pour calculer un angle avec les formules de trigonométrie, c'est ce qu'il me faut. Si j'en avais eu qu'une, ça aurait pas été possible. Donc là, quelle longueur j'ai par rapport à cet angle? Je regarde mon triangle, je regarde mon triangle et mon angle. L'angle violet ici, j'ai son côté opposé et j'ai son côté adjacent puisque l'hypoténuse c'est l'autre. Donc là, il me faut une formule avec côté opposé et adjacent, c'est-à-dire la tangente. La tangente de l'angle concerné, c'est-à-dire DBE, c'est côté opposé sur adjacent. Donc l'opposé à mon angle c'est ED sur BD. Donc remettez aussi toujours les formules avec les lettres. Transformez pas tout de suite, remplacez pas tout de suite par les valeurs. Des fois, ça peut vous valoir des erreurs bêtes. Donc là, on sait au moins que cette formule-là, elle est juste. On sait que vous connaissez la formule de la tangente ici. Donc ce que vous avez écrit ici est juste. Ça vous vaut déjà des points. Après, ce que vous faites après, peut-être que vous pouvez vous planter. Vous perdrez quelques points, mais au moins, vous aurez gagné ces petits points dès le départ. Donc maintenant, je remplace 0,9 sur 4,8. Ça, la valeur exacte de ce truc, il y a 4 chiffres après la virgule, donc je vais tous les mettre pour pas faire d'approximation. 0,1875. Et du coup, moi, ce que je cherche, c'est pas la tangente DBE, c'est l'angle DBE. Donc l'angle DBE, sur votre calculette, c'est tangente puissance moins 1 ou ATAN, des fois c'est écrit d'une façon, ça dépend de votre calculette. Donc ça, normalement, on l'écrit pas forcément sur la copie, là je vais vous le mettre. Et ça nous donne du coup un truc qui fait 10,619.
Mais si j'arrive la consigne, on me dit d'arrondir au centième de degré près. Centième de degré près, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc ça fait 10,62 degrés. Donc 10,62 degrés, bah effectivement c'est un petit angle, hein, cet angle violet là. Donc ça a l'air de correspondre. Si vous aviez trouvé, je sais pas, 110 degrés, là il aurait fallu vous inquiéter. 10,62, moi ça me paraît cohérent. Ensuite, la question d'après, calculer la longueur BE arrondie au centième de centimètre. Et ben là, vous vous retrouvez dans un triangle rectangle, vous avez deux longueurs, donc vous pouvez utiliser Pythagore, mais vous pouvez aussi utiliser, si vous voulez, les formules de Trigo, puisque les formules de Trigo, elles permettent, si vous avez un angle et une longueur, bah, de calculer l'autre longueur. Mais moi, je vais plutôt faire Pythagore. Donc là, pour la question ici, pareil, je remets le même blabla pour Pythagore. Donc dans le triangle rectangle, je me dis dans quel triangle je me place, et je dis en quoi il est rectangle. Ça me donne donc EB au carré, l'hypoténuse, qui est égal à ED au carré plus DB au carré. Donc 0,9 au carré plus 4,8 au carré. Ça me donne 23,85. Évidemment, je fais la racine carrée. Et je trouve 4,8836. Si j'arrondis à deux chiffres après la virgule, ça me fait 4,88. On est en centimètres. N'oubliez pas les unités aussi, ça vaut des points. Et dernière question de cette partie, en déduire la longueur en kilomètres arrondie au dixième de kilomètre de la portion d'autoroute qui sera réalisée. La portion d'autoroute, c'est BE. Voilà, c'est cette partie BE, puisque l'échangeur, c'est le point E. Donc eux, ils veulent faire une autoroute qui va de B, c'est-à-dire Brive-la-Gaillarde, à ce nouvel échangeur, pour rejoindre l'autoroute qui relie Bordeaux à Montauban. Voilà, c'est un petit peu pour remettre dans le contexte. Donc ce qu'on veut savoir, c'est BE. Donc comme par hasard, c'est ce qu'on a calculé juste avant, sauf que eux, ce qu'ils veulent, c'est en kilomètres. Bon bah comment je passe maintenant de mes centimètres à mes kilomètres? C'est comme tout au début de l'exo. Il faut que j'utilise l'échelle que j'ai donnée avant. Donc l'échelle, qu'est-ce qu'elle me disait? Je vais remettre l'échelle. L'échelle est de... Alors, qu'est-ce que j'avais mis dans la question d'avant? C'était 1 pour 2 800 000. Donc 4,88 cm représente dans la réalité, le petit calcul, bah, c'est simplement, là votre échelle vous dit que 1 cm ça fait 2 800 000, donc 4,8 cm ça fait 4,88 fois plus. Et vous voyez que là, si vous avez mal arrondi, et ben en fait, comme vous multipliez par un nombre énorme, au niveau du résultat, bah, ça va se voir. Donc là, il fallait vraiment faire gaffe aux arrondis pour pas se planter. Parce que des arrondis multipliés par des nombres énormes, bah, forcément, ça agrandit l'imprécision. Donc ça nous donne 13 664 000, mais là on est évidemment en centimètres. Si je le remets en ce qu'il nous demandait d'ailleurs dans la question en kilomètres, ça fait 136 au dixième, c'est-à-dire juste un chiffre après la virgule, 6 km. Donc je vais faire une petite phrase. La portion d'autoroute à construire sera de 136,6 km. Ok, alors partie 4. Après validation, le projet a été réalisé. Ok, donc ils ont construit l'autoroute et la société d'exploitation des autoroutes propose des badges à ses usagers. Madame Dupuis, enseignante à Brive, emprunte cette nouvelle portion d'autoroute chaque jour, matin et soir, et hésite entre les deux propositions suivantes. D'accord. Tarif 1, 100 badges, un aller simple coûte 12,40. Un aller simple, 12,40. Et le tarif 2, avec un badge qui coûte donc 30 € par an, et qui donne lieu à une réduction de 20% par aller simple. Le graphique ci-dessous représente le coût global pour chaque tarif en fonction du nombre d'allées simples effectuées. Donc là vous voyez un graphique effectivement qui représente le coût total des deux tarifs, donc de droite. Et la question c'est déterminer graphiquement à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient plus avantageux. Donc je vais regarder mon graphique. Je vois par exemple que je me place en nombre d'allées, je prends deux allées simples. Donc au niveau des abscisses, je vois, si je remonte au niveau de mes deux droites, bah, que le tarif 1, il est moins cher que le tarif 2, pour 2 allées. Mais ça va pas se passer comme ça pour un nombre illimité d'allées. On voit bien que le tarif 1, il va devenir plus cher à un moment donné, et que le tarif 2 va devenir du coup moins cher. Et la question, c'est quand est-ce que le tarif 2 devient moins cher, en fait? Bah, le tarif 2, il devient moins cher, en fait, à partir du moment où on passe le point d'intersection. Donc c'est quelque part par là. Alors c'est toujours un petit peu imprécis, hein, les résolutions graphiques. Mais bon, ça a l'air d'arriver à peu près à 12. Et le coût, peut-être que ça nous servira, je vais quand même le mettre aussi. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ici, ce que je viens de relever comme valeur? Ça veut dire qu'à 12, à partir de 12, environ 12 allées simples, le prix, qu'on prenne le tarif 1 ou le tarif 2, ce sera à peu près le même, ce sera un petit peu plus de 150 €.
et à partir de ces 12 allées-là, on voit que le tarif 2, il va passer en dessous du tarif 1. Donc je vais raconter tout ça avec une jolie petite phrase. On voit que le tarif 2 devient plus intéressant que le tarif 1 lorsque la courbe représentative du tarif 2 passe en dessous de celle du tarif 1. Et je vais mettre ce basculement se fait à partir de 12 allées simples environ. Encore une fois, c'est graphique, donc on n'en sait rien si ça tombe pile sur 12 ou si c'est peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins. Ensuite, donc question B, exprime en fonction du nombre d'allées simples x le coût global f de x en euros selon le tarif 1. Donc là, pour réussir à comprendre facilement cette question-là, ce qu'ils veulent, c'est que vous donniez une expression pour calculer en fait le coût total lorsqu'on choisit le tarif 1 en fonction du nombre d'allées simples. Comment je calcule en fait le prix que je vais payer en utilisant le tarif 1? Si je fais par exemple deux allées simples, vu qu'un aller simple coûte 12,40, le calcul ça va être 2 fois 12,40. Si je fais 5 allées simples, ça va être 5 fois 12,40. Et c'est pour ça que du coup on va plutôt écrire ça sous la forme d'une fonction avec une variable qui s'appelle x, et cette variable x c'est le nombre d'allées simples, et en fait on va remplacer dans notre calcul, à la place de mettre un nombre d'allées simples fixe, on va mettre un x. Comme ça permet de représenter toutes les situations possibles. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que avec le tarif 1, chaque allée coûte 12,4 €. Donc si x est le nombre d'allées, on peut écrire que le coût total f de x, c'est 12,4 fois x, ou 12,4x. Voilà, c'est ça qu'ils attendaient ici. Et d'ailleurs, vous pouviez le remarquer aussi que ça allait ressembler à ça si vous êtes un petit peu à l'aise avec les fonctions. Le tarif 1, sa représentation graphique, c'est une fonction qu'on appelle une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Et une fonction linéaire, c'est une fonction qui s'écrit a fois x. Donc un truc multiplié par x. Et là, ce truc, c'est 12,4. Et après, on rajoute fois x. Ensuite, petit c, exprime en fonction du nombre d'allées simples x le coût global g de x en euros selon le tarif 2. Donc même question, mais pour l'autre tarif. Donc là, on sait, si je reprends le même raisonnement que tout à l'heure, quand je vois la courbe représentative de ma fonction du tarif 2, là, c'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine, parce que je vois que c'est une droite qui passe pas par l'origine. Et je sais qu'une fonction affine, ça va s'écrire a fois x plus b. Donc un truc multiplié par x et plus un autre truc. Donc il faut que ça ait cette forme-là pour que ce soit cohérent. Donc ce que je sais dans un premier temps, c'est que j'ai un abonnement à payer. Donc avec le tarif 2, il faut d'abord payer un abonnement à 30 € par an. Et à cet abonnement-là, on ajoute en fait le prix par allée. Sauf que le prix par allée, c'est plus c'est plus 12,40 €, mais c'est un prix réduit, qui est réduit à 20%. Il y a 20% de réduction. Donc s'il y a 20% de réduction, ça veut dire que je vais payer 80% du prix de base. Donc je vais mettre et à cela, on ajoute le prix par allée, prix avec 20% de réduction, c'est-à-dire, donc j'ai dit qu'on payait 80% du prix initial, donc 80 sur 100 fois nos 12,40. Et ça me fait exactement 9,92 €. Voilà le prix que va me coûter un aller si j'ai pris l'abonnement, si j'ai acheté l'abonnement avant. Et donc ça, ce prix-là, je vais le multiplier après par le nombre d'allées que je vais faire. Donc le coût total avec le tarif 2 sera 9,92 fois x. Donc si je fais 2 allées, je vais payer 9,92 fois 2, si j'en fais 5 fois 5, etc. Et je rajoute évidemment le prix que j'ai payé au départ. Peu importe que je fasse 0 allées ou 50 000 allées, je vais toujours payer ces 30 € de base. Donc il va toujours y avoir ce plus 30. Et donc là, on voit bien, par rapport à ce que j'ai dit tout au début de la question, que ça ressemble à l'expression du type a fois x plus b. Donc je retrouve bien, je suis cohérent avec ma courbe du tarif 2. C'est une fonction affine. Alors ensuite, question D, retrouver par le calcul et à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient le plus avantageux. Alors ça, c'est en fait exactement la même question que la question 1. On me disait déterminer graphiquement. Là, cette fois-ci, c'est algébriquement, c'est par le calcul. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le tarif 2 devient plus avantageux que le tarif 1. Ça veut dire qu'en fait, on veut savoir à partir de combien d'allées le coût total en utilisant le tarif 2 est plus petit, plus intéressant, c'est-à-dire plus faible que le coût global en utilisant le tarif 1. Je vais simplement retranscrire la question en une expression mathématique. On veut savoir pour quelle valeur de x, f de x qui correspond au prix avec le tarif 1 est supérieur à g de x. On veut que le tarif 2 soit plus intéressant, donc c'est-à-dire que g de x inférieur à f de x. Voilà, donc là on a écrit en fait une inéquation. On aurait pu le faire aussi avec une équation, c'est-à-dire se dire je veux savoir quand est-ce que le prix est égal, et du coup je sais que avec un aller de plus,
je sais que là ma fonction g de x sera plus petite que ma fonction f de x. Mais là je le fais réellement en traduisant l'énoncé. Ce qu'on veut c'est que g de x soit inférieur à f de x. Donc maintenant j'ai plus qu'à résoudre cette inéquation. Je vais remplacer g de x par l'expression que j'ai écrite juste au-dessus. Donc là ça marche exactement comme une équation. Faut pas que ça vous perturbe le fait que ce soit une inégalité. L'inégalité se résout exactement pas de la même façon qu'une égalité, à un petit détail près quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif. Mais ça se trouve on n'aura même pas besoin de le faire, donc ça va être, il n'y aura aucune différence dans cet exo. Donc là je vais rassembler mes x, je vais mettre le 9,92x à droite, donc je vais faire moins 9,92x des deux côtés. Il va me rester à gauche 30, inférieur à donc 12,4x, j'ai dit qu'on faisait moins 9,92 des deux côtés. Ça me donne 30 inférieur à 2,48x. J'ai le droit d'additionner ces deux termes puisqu'ils ont tous les deux un x. Maintenant je divise tout par 2,48. Donc là vous voyez que c'est une division par un nombre positif. Hein. Donc il n'y a absolument pas d'histoire d'inversion de l'inégalité. Là ça se résout exactement pareil qu'une égalité. Et ça, si je fais le calcul, ça me donne en fait 12,1 inférieur à x. Et donc si je lis dans l'autre sens, ça veut dire en fait qu'on veut que x doit être supérieur à 12,1. Donc maintenant, si je remets ça dans le contexte de l'énoncé, qu'est-ce que ça signifie ici? C'est que pour que mon g de x soit inférieur à f de x, donc pour que mon tarif 2 soit inférieur à mon tarif 1, il faut simplement que j'ai des valeurs de x qui soient supérieures à 12,1. Donc c'est-à-dire des nombres d'allées, il faut que je fasse un nombre d'allées supérieur à 12,1. Alors ça n'existe pas, on peut pas faire 12,1 allées, donc ce sera 13 forcément, parce qu'à 12, à une valeur en dessous, ce sera encore le tarif 1 qui sera plus intéressant, mais dès qu'on passe à 13, ce sera le tarif 2 qui sera plus intéressant. Je vais écrire ce que je viens de dire. Donc il faut faire un nombre d'allées supérieur à 12,1, c'est-à-dire à partir de 13 allées, pour que le tarif 2 soit plus intéressant que le tarif 1. Donc ça c'est vraiment la question classique, ça vous en aurez c'est sûr au CRPE, une étude graphique d'une fonction. Ils vont vous demander donc de le faire graphiquement, après de le faire algébriquement généralement, et dire qu'est-ce que vous venez de trouver réellement, c'est quoi x et qu'est-ce que ça veut dire avec une phrase. Et on va terminer enfin par la dernière partie, donc les dangers de l'autoroute. Alors j'ai un encadré à lire. Pour un véhicule, la distance d'arrêt correspond à la somme de la distance de réaction dr et la distance de freinage df. Donc j'ai une formule, je pense qu'elle va m'être utile. La distance de réaction est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps que met le conducteur à réagir. Ok, c'est le réflexe quoi. Et d'1 seconde pour un conducteur en bonne forme et de 2 secondes pour un conducteur fatigué. Ensuite, la distance de freinage exprimée en mètres est donnée par la formule d de f. Donc la formule qui nous donne ici, il faut bien faire attention, ça marche pas avec n'importe quelles unités. Il faut bien respecter les unités qu'on nous donne ici. On admet que le coefficient CFL vaut 0,8 sur une route sèche et que sur route mouillée, ce coefficient est divisé par 2. Ok, ça sous-entend 0,4 quoi. Bien, maintenant qu'on a lu tout ça et qu'on a retiré les infos importantes, on va lire la question. Donc une voiture roule à 120 km sur l'autoroute, la chaussée est sèche, ce qui veut dire, comme il nous disait avant, que le coefficient de FL machin sera à 0,8 et le conducteur est fatigué. Tout à coup, un cerf surgit sur la voie et s'arrête. Un Bambi. Tétanisé par les feux de la voiture. Ok, l'animal se trouve à 150 mètres de la voiture. Bon, ça doit être important. Calculer la distance de réaction dr arrondie au dixième de mètre pour cette voiture par un conducteur fatigué. Donc pour calculer la distance, je vais me raccrocher à la formule de la vitesse. La vitesse, c'est quoi? Donc ça, vous devez absolument savoir cette formule-là. V égale d sur t. Donc on me demande la distance, c'est-à-dire d, et on me donnait la vitesse à laquelle il roulait, on me donnait aussi le temps de réaction. Quand il est fatigué, c'est 2 secondes. Bon, je vais mettre conducteur fatigué. Ça implique que le temps de réaction, que je vais appeler TR, égale 2 secondes. Je vais juste repréciser un truc au-dessus. Nous, comme on cherche la distance D, la formule, ça va être... Alors ça, il faut absolument que vous sachiez les inverser. Hein. Cette formule-là, vous connaissez V égale D sur T, mais il faut absolument que vous arriviez à retrouver T égale D sur V et D égale V fois T. Donc moi, je les connais pas par cœur, j'arrive facilement à les inverser en regardant la formule de base. Donc ça, il faut que vous sachiez le faire. Donc D égale, j'ai dit, V fois T. C'est du produit en croix, hein, tout simplement. Donc le conducteur fatigué, on a dit, ça nous faisait un temps de réaction de 2 secondes. Donc on a notre T et notre V, ça va être la vitesse à laquelle il roule. Donc je vais le remettre, donc 120 km/h. Bon, sauf que là, je vais utiliser une formule avec donc V et T. Là, j'ai les km/h et là, j'ai les secondes. Donc ça marche pas. Il faut que je convertisse tout pareil. Donc je vais convertir par exemple mes secondes en heures. Donc T, c'est 2 secondes. Donc converti en 1 heure,
on divise en fait par 3600. Et je vais même pas mettre le résultat, je vais laisser comme ça. 2 sur 3600 Voilà, et la vitesse c'est 120 km/h. Très bien. Donc maintenant j'ai plus qu'à reprendre ma formule. Eux ils appelaient ça DR avec un grand D, donc je vais l'appeler pareil. D petit r égale V fois mon temps de réaction, ce qui est égal à 2 sur 3600 fois 120. Et ça me donne 0,06667. Mais je vais regarder l'arrondi qui me demandait, il me précisait en dixième de mètre. Sachant bien que là, je suis en kilomètres, puisque dans ma formule, j'ai utilisé des heures et des kilomètres par heure, je tombe bien sur une distance en kilomètres. Donc moi, il faudrait que je la convertisse en mètres et que je laisse un seul chiffre après la virgule, puisqu'on me demande au dixième de mètre. Donc ça va faire 66,7. Voilà pour cette question. Ensuite, on donne ci-dessous la courbe correspondant à la distance de freinage DF sur la route sèche en fonction de la vitesse. Indiquer si la collision avec le cerf pourrait être évitée et justifiée. Alors, donc j'ai une courbe de vitesse, de distance de freinage en fonction de la vitesse. Ce qui est logique, puisque plus la vitesse est importante, plus ma distance de freinage sera importante. Entre le moment où si vous roulez à 50 km/h, vous appuyez sur le frein, vous ferez je sais pas combien de mètres, mais si vous étiez à 130, vous en ferez beaucoup plus. Et ce que je dois calculer, c'est la distance de freinage DF, ce que je dois donner graphiquement, pardon. Donc là, j'utilise le graphique, je sais que je suis à 120 km/h, donc je place mon petit point, je regarde mon 120 ici, et je regarde à combien de mètres ça correspond, c'est-à-dire ici, un truc comme ça. Donc j'arrive à peu près à, on va dire, grosso modo 70. Il y a 70 mètres de distance de freinage. Donc ça, il y a juste besoin de le dire avec une phrase. Et du coup, on me demande, est-ce que le conducteur écrase le Bambi? Donc, on reprend, là, c'est là qu'on va utiliser certainement la formule qu'on me disait, la distance d'arrêt, celle tout au début du truc, de l'encadré d'information. Distance d'arrêt, on me disait que c'était DR plus DF. Je vais quand même le mettre ici, ça s'appelle DF, ce truc. On va dire 70 mètres, voilà. Or, donc, DA égale DR plus DF. Donc, ça me donne 66, ce que j'ai trouvé juste au-dessus, 66,7 plus 70. Ce qui fait 136,7 mètres. Et donc la question c'était, est-ce qu'il évite la collision ou pas? Alors où est-ce que le cerf était? L'animal se trouve à 150 mètres de la voiture. Et comme l'animal se trouve à 150 mètres de la voiture, au moment où le conducteur l'aperçoit, la collision est bien évitée. Ok pour cette question, et on termine enfin avec la dernière question. Exprimer une formule à écrire dans la cellule B3 du tableur ci-compte pour calculer la distance de freinage DF en mètres, formule que l'on fera ensuite glisser pour l'étendre aux autres cellules de la colonne B dans le tableur. Donc là, c'est juste une petite question de tableur pour savoir si vous savez transformer une formule en écriture sur un tableur. Donc là, la formule pour calculer DF, c'est quoi? C'est celle qu'on n'a pas utilisée en fait, la plus compliquée de l'encadrer. On me dit que D de F, c'est V au carré divisé par 254 fois CFL. Faut juste faire attention aux unités où V est la vitesse en km/h. Ah oui, donc là il y a une info importante quand même. Faut pas se planter, c'est le petit piège de la question. C'est que là cette distance de freinage, elle va forcément être donnée en kilomètres puisque la vitesse qu'on insère dans cette formule-là est en km/h. Alors ici, je raconte n'importe quoi puisque en fait, peu importe que la vitesse dans la formule soit donnée en km/h, il me précise bien que la distance de freinage, DF, est exprimée en mètres. Donc en utilisant cette formule-là telle qu'elle est donnée et en mettant la vitesse en km/h, on obtient une distance de freinage en mètres. Donc j'ai pas du tout à convertir à la fin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la distance il précise bien en mètres, je l'ai pas surligné, mais c'est la distance en mètres. Donc il faudra juste multiplier par 1000. Et donc là, non, vous aurez compris, il faut pas multiplier par 1000. Donc toute l'opération multiplier par 1000 et la petite phrase que je vais mettre pour justifier pourquoi je multiplie par 1000, ça vous le zappez complètement, c'est faux. Il n'y a pas besoin de mettre ça dans la réponse. Mais bon, faut pas se faire avoir parce que c'est juste la difficulté de la question. Donc je vais quand même bien expliquer que j'ai vu ce petit piège. On sait avoir la distance en mètres. Or, la vitesse utilisée dans la formule donnée est en km/h. Donc la distance sera en kilomètres. Il faut multiplier par 1000 pour la récupérer en mètres. La formule à écrire sera donc, c'est V au carré, donc pour écrire dans ma cellule B3, je vais utiliser la vitesse qui est en colonne A3, c'est-à-dire 10 km par heure. Donc je vais mettre A3 fois A3, A3 étoile A3, divisé par 254. Alors je mets bien des parenthèses, sinon je vais me faire avoir. 254 fois CFL. Donc là, pour récupérer CFL, il faut que je sache si je suis en route mouillée ou route sèche. C'était écrit au début de la partie que j'étais en route sèche. Donc la route sèche, c'est 0,8. Donc 254
fois 0,8, enfin étoile 0,8. Et tout ça, on n'oublie pas de le multiplier. Alors je vais même le mettre au début, je vais le mettre au numérateur. C'est A3 fois A3 multiplié par 1000 divisé par 254 fois 0,8. Et donc je le répète pour la troisième fois, vous ne multipliez pas par 1000 ici. Il n'y a pas besoin de convertir en mètres puisque le résultat donné va déjà être en mètres. Voilà. Et bien c'est tout pour cet exo. On en a fini. Alors c'est assez long. Donc j'espère que ça a été clair en tout cas, que vous n'avez pas trop de questions. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire. Et puis on s'arrête là pour ce CRPE. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à préparer votre examen qui arrive bientôt. Voilà, allez, bon courage et à la prochaine. Salut!